Bienvenue sur le Financial, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Retour sur l'eurobond lancé par la Côte d'Ivoire. Le pays a en effet sollicité les marchés internationaux avec succès. Son eurobond a été largement sursouscrit. Les raisons dans cette édition. La loi de finances complémentaires est actuellement à l'étude en Tunisie. Elle doit permettre à ce pays, qui sort à peine d'une crise politique sans précédent, de dynamiser son économie. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Lancement réussi pour l'eurobond de la Côte d'Ivoire. Le pays a en effet obtenu 750 millions de dollars alors qu'il a en recherché 500 millions. Les intentions de souscription des investisseurs étrangers ont donc été largement supérieures à la demande. Un engouement pour la dette du pays qui s'explique notamment par des perspectives économiques positives pour l'économie ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 750 millions de dollars, c'est le montant des intentions de souscription à l'eurobond lancé par la Côte d'Ivoire qui recherchait 500 millions de dollars en émettant un eurobond de 10 ans avec un taux d'intérêt de 5,6%. À l'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, la Côte d'Ivoire a obtenu une réduction de 80% de sa dette. À la fin de l'année 2012, la dette extérieure s'élevait à 3 862,82 milliards de francs CFA et la dette intérieure à 2 313,64 milliards de francs CFA. En 2015, la Côte d'Ivoire émettra de nouveaux emprunts pour financer le programme national de développement 2012-2015 qui s'élève à 11 000 milliards de francs CFA. Ces emprunts permettront de maintenir un haut niveau d'investissement public et conforter la croissance économique du pays. L'émission inaugurale que nous venons de conclure et dont le montant initial était de 500 millions de dollars US, nous allons dire à peu près 240 milliards de francs CFA, a donné des résultats largement au-delà de nos attentes, attestant de la bonne qualité de la signature de l'État et de la bonne perception de la Côte d'Ivoire par les investisseurs internationaux. Pour les spécialistes, la Côte d'Ivoire a réussi son examen sur le marché international de la dette grâce aux perspectives positives de son économie, qui est la première de l'espace UEMOA, avec un PNB de 39,12 milliards de dollars. Elle devrait poursuivre son action en matière de notation souveraine. La Côte d'Ivoire vient d'avoir une note en devises étrangères, donc en dollars. Et donc nous espérons que bientôt, la Côte d'Ivoire va chercher à avoir une note locale qui va déterminer sa vraie valeur intrinsèque en termes de qualité de crédit dans sa monnaie d'opération qui est le CFA. Sur la période 2011-2014, la Côte d'Ivoire a sollicité le marché sous-régional pour ses besoins de financement pour un montant de 2075 milliards de francs CFA, 764 milliards et demi de bons du Trésor, 704,8 milliards d'obligations du Trésor et 606,2 milliards d'emprunts obligataires. Le Nigeria, première puissance économique africaine, est capable, selon certaines estimations, de réaliser une croissance économique moyenne d'environ 7,1% par an jusqu'en 2030, une performance qui porterait son produit intérieur brut à 1 600 milliards de dollars, soit un PIB plus élevé que celui des Pays-Bas, de la Thaïlande ou encore de la Malaisie. Ainsi, en 2030, le pays devrait figurer dans le top 20 des plus grandes économies mondiales. Fin du mouvement de grève dans le secteur métallurgique. En Afrique du Sud, les syndicats et les employeurs se sont entendus sur une revalorisation salariale de l'ordre de 10%. Un accord qui met donc un terme au mouvement social, mais qui ne permettra pas pour autant à l'économie nationale de se relever des grèves qui se sont multipliées ces derniers mois. Hanan Faro. De grève qui a paralysé pendant un mois l'industrie métallurgique sud-africaine a pris fin ce lundi 28 juillet. Le syndicat NUMSA et les employeurs du secteur métallurgique sont finalement parvenus à s'entendre et ont signé un accord. La centrale syndicale avait initialement réclamé une augmentation salariale de 12 à 15%, condition sine qua non à l'arrêt du mouvement social. Les principaux constructeurs automobiles ont proposé une hausse de 10%. NUMSA a accepté, une hausse qui ne permettra pas forcément aux salariés d'augmenter leur niveau de vie. Si les ouvriers ont obtenu une augmentation de 10% par an, mais sur 3 ans, on peut considérer que c'est une bonne chose, mais à la condition que les prix en Afrique du Sud ne continuent pas à augmenter, parce que c'est le gros problème. On sait très bien que l'inflation
a explosé, que les prix des denrées alimentaires ont également augmenté, l'essence, l'électricité, etc. Donc ça serait à voir sur du long terme. Plus de 220 000 ouvriers avaient répondu à l'appel à la grève lancé par NUMSA, contraignant les fournisseurs des industries automobiles et de construction à arrêter leur production. Selon certaines estimations, ce mouvement social aurait coûté 300 millions de rounds par jour au secteur métallurgique, un manque à gagner énorme pour un pays qui se remet à peine de la grève record de 5 mois dans le secteur minier. Malheureusement, en dépit du fait que finalement les ouvriers ont obtenu cette satisfaction, c'est l'économie sud-africaine qui est impactée négativement. Déjà, le gouverneur de la Banque centrale a annoncé que le pronostic pour la croissance du PIB en Afrique du Sud a été encore rabaissé puisque, a priori pour 2014, nous aurions 1,7%, ce qui n'est pas bien pour l'économie sud-africaine. L'Association nationale des employeurs d'Afrique du Sud s'est opposée à l'accord signé ce lundi. Pourtant, plusieurs entreprises du secteur ont repris leurs activités ce mardi. C'est le cas notamment du géant américain General Motors. Dans le reste de l'actualité économique, en Algérie, la valeur des importations automobiles a chuté au premier trimestre de cette année, passant ainsi de 312 milliards de dinars contre 256 milliards à la même période de l'année précédente, soit une baisse de 19%. Cette situation s'explique par un stock important de véhicules sur le territoire dû à une baisse de la demande. Et les foyers algériens ont en effet préféré investir dans d'autres secteurs, comme le logement. Par exemple, à noter qu'un projet de loi modifiant les modalités d'exercice de l'activité de commercialisation des véhicules neufs est en cours de préparation. Elle devrait notamment obliger les concessionnaires automobiles présents sur le sol algérien à installer une activité industrielle ou de service dans le pays dans un délai de 3 ans. En Tunisie, l'économie du pays, nous vous le rappelons, a fortement été impactée par l'instabilité politique qui prévaut depuis la destitution du président Zine El Abidine Ben Ali. Il s'agit donc aujourd'hui pour les autorités de dynamiser cette économie. C'est en ce sens qu'une loi de finances complémentaire est actuellement débattue par les députés. Elle prévoit des mesures en faveur du secteur bancaire notamment, mais aussi d'autres mesures qui permettraient au pays de mobiliser plus de ressources. Monsef Chekrou, député et économiste tunisien, nous en dit plus. Premièrement, rassembler tous ces bouts de projets de loi de finances qui touchent la restructuration de l'appareil bancaire pour n'en faire qu'un projet de loi pour la restructuration de l'appareil bancaire, ça c'est d'une part. D'autre part, il y a moult petites propositions pour grappiller de l'argent à droite et à gauche qui ne permettent pas de voir une vision claire de mobilisation des ressources. Et nous avons suggéré au gouvernement de rassembler ça aussi et de mener une action volontariste de relance sélective. Ce ne sera pas la relance de type entièrement ouvert parce que nous n'avons pas les moyens étant donné que la dette est énorme, mais une relance quand même qui ne nous laisse pas dans l'impression qu'il y a ou qu'il y aurait une politique de fermeture du budget de l'État parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, moins 0,50% pour l'indice sud-africain, plus 0,70%, 78% pour la bourse de Nairobi, plus 0,06% pour l'île Maurice. Et puis légère hausse pour les marchés boursiers du Botswana avec plus 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian clôturait la journée avec une hausse de 0,20%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,83%. Et puis la bourse du Ghana diminuait de 0,14%. Enfin, pour les marchés boursiers de l'Afrique du Nord du Rouge, partout l'indice tunisien perdait 0,15%, celui de l'Égypte 0,10%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec moins 0,34%. Et c'est la fin de ce Financier. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.